Vous voulez sonder avec un oscilloscope sur le côté primaire d'une alimentation. Oh, OK. La solution la plus sûre, c'est d'utiliser une sonde différentielle. J'en ai justement une, pas trop chère ici, à évaluer. Bidouilleur, salut. On me donne 1,04 ohms. Le condensateur électrique. Quelle est la différence? On ne pourra pas faire de mesure en décibels. Sentez-moi ça. Bidouilleur, bidouilleuse, salut. Dans ma vidéo sur l'utilisation sécuritaire d'un oscilloscope, je vous ai expliqué en long et en large qu'il n'était pas sécuritaire de sonder à l'oscilloscope sur des circuits situés du côté primaire du secteur, donc côté 120 volts ou 230 volts CA. La raison est simple, l'oscilloscope n'a pas sa masse isolée de la mise à la terre. En d'autres mots, la fameuse pince de masse de la sonde d'oscilloscope, elle n'est pas flottante, ce qui représente un potentiel de court-circuit. Si vous n'avez pas visionné ma vidéo sur l'utilisation sécuritaire de l'oscilloscope, je vous fournis un lien dans la description de cette vidéo, juste en dessous. Et je vous conseille fortement de la visionner car il en va de votre sécurité. Ceci dit, il est possible de travailler avec l'oscilloscope de façon plus sécuritaire sur les tensions du secteur. Et non, ce n'est pas en utilisant un transformateur d'isolement ou d'isolation, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, ce que je déconseille l'utilisation d'un transformateur d'isolement. Une bonne méthode consiste plutôt en l'utilisation d'une sonde différentielle. Une sonde différentielle possède deux entrées à haute impédance, plus et moins, ce qui permet de se connecter de façon plus sécuritaire sur n'importe quel nœud d'un circuit pour y faire des mesures. Les nœuds sondés pourraient être la phase, le neutre, la mise à la terre, ça n'a pas d'importance car la sonde amplifie la différence entre les deux entrées, l'entrée positive et l'entrée négative, tout simplement. Seulement, les sondes différentielles commerciales sont assez chères, plus de 200 $. Mais il y a du développement. Je vous ai mentionné à quelques reprises dans mes vidéos que mon ami Jacques travaillait à compléter la conception d'une sonde différentielle pour oscilloscope et qu'il allait la distribuer pour moins de 100 $. Eh bien maintenant, elle est prête cette sonde et j'ai acheté une d'entre elles. Je vais donc la mettre à l'essai aujourd'hui pour vérifier les prétentions de Jacques. Mais j'ai bien confiance que tout sera conforme aux attentes, car il est très méticuleux et professionnel dans son travail. Alors, regardons donc de quoi il s'agit. Alors, voici les caractéristiques de la sonde différentielle haute tension de Jacques. Elle est basée d'abord sur l'ampli opérationnel AD8479, qui est un ampli opérationnel un peu spécial, c'est qui permet de tolérer des tensions d'entrée en mode commun, là, de plusieurs centaines de volts. Donc, c'est son gros avantage et c'est vraiment le cœur de la machine. Pour plus de détails sur la puce, bien sûr, vous pouvez aller visiter le site d'Analogue Device ou même faire une recherche sur Google. Vous allez trouver la fiche technique du AD8479. Alors, la sonde différentielle a un gain de 1 qui est très précis. On verra aussi qu'il y a un gain de 100 qui est commutable, mais son gain de 1 est très précis. Et on verra aussi que la sonde a une réjection du mode commun, ce qu'on appelle en anglais Common Mode Rejection Ratio. Essentiellement, c'est un signal qui arriverait simultanément sur les deux entrées va être rejeté. Donc, tout ce qui est bruit commun aux deux entrées ou tension CC commune aux deux entrées va être rejeté et sera rejeté par plus de 100 décibels. Donc, c'est beaucoup. C'est de l'ordre comme 1 millivolt sur une tension de 100 volts. Donc, c'est énorme comme réjection de mode commun. La sonde pourra travailler sur des tensions maximales allant jusqu'à 600 volts. Et elle a une réponse en fréquence de 130 kHz. Le point de 3 décibels à 130 kHz. 130 kHz, c'est suffisamment élevé en fréquence pour aller sonder dans la grande majorité des alimentations à découpage communes qui se tiennent habituellement entre 30 et 100 kHz, parfois un peu plus, parfois beaucoup plus, mais rarement. Alors, les grosses alimentations à découpage se tiennent habituellement dans le 50, 60, 70, 80 kHz. Donc, la sonde va nous permettre d'aller sonder les entrées côté primaire, allant jusqu'à 600 volts, donc des alimentations à découpage. C'est évidemment une caractéristique très intéressante. Alors, quelques fonctions additionnelles.
Il y a évidemment un commutateur qui nous permet d'ajouter une atténuation de 100. Donc, c'est là qu'avec cette atténuation qu'on peut aller sonder dans les très hautes tensions. Et lorsqu'on est en atténuation de 100, bien, la réponse en fréquence est même plus élevée à 160 kHz. D'accord? Et elle utilise cette atténuation de 100 des résistances de 0,1% de tolérance. Et il y a même un ajustement pour optimiser la réjection en mode commun. Alors, il y a aussi l'alimentation, bien, c'est une pile 9 volts. Et il y a un convertisseur moins 9 volts pour générer les deux tensions nécessaires pour alimenter l'ampli opérationnel. La sonde ne consomme qu'1 mA, donc elle peut durer très très longtemps sur une pile 9 volts. Elle possède aussi deux filtres résistance condensateur, deux filtres RC, pour diminuer le bruit qu'on aurait sur nos mesures. Alors les deux fréquences de coupure sélectionnables sont 3 kHz et 30 kHz. Alors, on verra qu'il y a un boîtier standard en plastique et on utilise des prises bananes sécuritaires. Et finalement, il y a une couche, il y a un enduit qui est diélectrique, un enduit diélectrique qui est posé une fois l'installation de toutes les pièces faites pour s'assurer que l'humidité et les contaminants ne viennent pas, si vous voulez, faire de la conduction électrique alors qu'on travaille avec des tensions très très élevées. Alors, le feuillet d'instruction nous montre aussi l'allure de la sonde, qu'on va vraiment regarder plus en détail dans quelques minutes. Et on peut aussi avoir la liste des pièces expédiées, puisque c'est un semi-kit. Là aussi, je reviens dans les détails, la plaquette est toute assemblée, sauf quelques petites choses. Et c'est pour ça que c'est appelé un semi-kit. Alors, ça, c'est fait. Et on nous donne les instructions comment assembler ce qui reste à faire là, sur la sonde. Et finalement, comment utiliser la sonde. On nous donne évidemment les tensions maximales utilisables, dépendamment du mode x1 ou x100. Alors, si on regarde rapidement le diagramme bloc là, de la sonde, eh bien, il y a évidemment un étage d'atténuation et d'annulation du mode commun avec un petit potentiomètre. Évidemment, si on utilise le mode x1, on va directement à l'ampli différentiel. Sinon, bien, on met ici en fonction l'atténuateur en entrée. Et c'est l'ampli, évidemment, notre AD8479, qui est alimenté par deux tensions, positives et négatives, qui sont produites par une pile 9 volts, évidemment directement pour le plus 9, et passant par un convertisseur, un inverseur, à moins 9, les deux ayant un peu de filtrage RC. Sur la sortie de la sonde, il y a aussi un filtre RC à deux positions, 3 kHz et 30 kHz, qui nous permet d'éliminer le bruit, comme je vous ai mentionné précédemment. Alors, c'est pas plus compliqué que ça a l'air très simple lorsqu'on regarde seulement le diagramme bloc, mais si on va sur le schéma, c'est un petit peu plus compliqué quand même. On s'aperçoit alors qu'il y a de la compensation en fréquence qui est faite sur le diviseur par 100, donc le mode x100, alors que lorsqu'on est en mode x1, bien, le signal s'en va directement à l'ampli opérationnel. D'accord? Donc, Jacques a été très méticuleux et il a travaillé fort pour optimiser l'étage d'entrée. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et bien sûr, il y a notre inverseur qui est basé sur le ICL 7662, qui est une puce construite exprès pour fabriquer une tension inverse par rapport à la tension d'entrée fournie. Et évidemment, en sortie, il y a notre filtre RC qui tient compte de la résistance qui est ici, le condensateur qui est ici et les deux condensateurs qui sont sélectionnables ici sur la sortie. Alors, somme toute, assez simple, mais beaucoup de petits détails sur lesquels Jacques a passé beaucoup de temps. Ça, je le sais. Alors, voici ce qui est fourni dans le mini-kit de Jacques, alias AZX Design. Alors, tout est fourni pour compléter le kit, sauf la pile 9 volts. On a évidemment ici, par le plus simple, là, on a un autocollant à poser sur le dessus et un film de protection additionnel, autocollant lui aussi, à poser sur le dessus. Aussi, on nous fournit évidemment la boîte qui est à peu près à 90% assemblée. Les trous sont faits aux bons endroits. Les prises bananes haute sécurité, haute tension sont posées aussi. Et on nous fournit ce qui reste à faire, c'est un semi-kit, donc quelques petites opérations simples, entre autres le commutateur, l'interrupteur d'alimentation et un interrupteur pour choisir la bande passante du filtre, ainsi que la sortie
qui va se faire sur un connecteur BNC. Alors, ce sont les petites opérations à faire. Et à l'intérieur, bien, on peut regarder tout de suite qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, voilà. C'est tout assemblé, sauf, comme vous savez, les petits connecteurs, c'est-à-dire commutateurs et le BNC. Et sinon, tout est assemblé déjà, incluant la borne 9 volts. Et ça a été assemblé à l'avance pour une raison bien simple, c'est qu'il y a un enduit vaporisé sur cette partie, la partie haute tension. C'est un enduit diélectrique. Alors, tout est déjà monté, on n'a rien à toucher dans toute la partie haute tension, donc il n'y a pas de risque que vous le montiez, de l'assembliez de la mauvaise façon ou quoi que ce soit. Là, OK? Alors, l'ampli opérationnel, je ne sais pas si c'est très visible, là. C'est un petit ampli opérationnel AD8479. Le diable est dans les détails parce qu'il y a beaucoup de condensateurs et de résistances pour faire de la compensation en fréquence, entre autres, et division de tension. Donc, ça vaut la peine d'acheter la sonde toute faite plutôt que de penser qu'on peut facilement reproduire cela. Ici, il y a la partie de génération moins 9 volts, puisque l'ampli opérationnel est alimenté en différentiel plus 9, moins 9 volts CC. Et donc ça, c'est la partie de génération du moins 9 volts. Alors voilà, tout est monté, c'est pas plus compliqué, juste faire en avant, je vous disais, les commutations et le BNC, et on est en voiture, on est prêt à fonctionner avec. Alors je fais cette tâche et je vous reviens. Alors voilà, j'ai complété l'assemblage. Ça m'a pris tout partout peut-être une trentaine de minutes. Alors j'ai suivi les instructions et il s'agissait d'abord de travailler avec la feuille, le dessin si vous voulez, là, sur un papier photo et ensuite de coller le film de protection avant de coller l'ensemble sur la boîte. Okay? Et pour coller l'ensemble sur la boîte, j'ai utilisé du cyanoacrylate, la colle, la bonne colle dont on utilise très souvent puis qui peut nous laisser les doigts comme ça. Alors, on fait évidemment ça uniquement sur le couvercle, bien sûr, et on prend un couteau très tranchant, genre X-Acto, et on découpe ici, et le petit trou pour pouvoir vérifier la batterie sans ouvrir le couvercle. OK? Donc, ça a été réglé, ça s'est bien fait. J'ai pris un tranche-papier, moi, pour découper le carton aux bonnes dimensions, mais un ciseau, si vous y allez doucement, là, ça va être propre, il n'y a pas de problème. Alors, à l'intérieur... bien, le plus gros du travail là, consistait à connecter les deux interrupteurs, alimentation et filtre, ainsi que le connecteur BNC, connecter ça sur la plaquette. Je vais enlever la pile pour peut-être que ça soit plus visible. Alors, il faut y aller avec du petit fil autant que possible et ne faut pas chauffer trop longtemps sur les commutateurs. Le petit commutateur bleu ici, j'avais un petit peu de la difficulté à souder. Si vous avez du flux, ben, mettez-en une petite goutte sur chacun des contacts avant de souder. Parce que ce commutateur bleu avait de la difficulté à absorber la soudure, ça ne collait pas. Donc un petit peu de flux, ça a réglé le problème, mais j'ai constaté qu'une des bornes commençait à ramollir. Donc c'est pour ça que, dans son plastique, c'est pour ça que je vous conseille de prendre du petit fil, commencer d'abord à souder sur la plaquette, ensuite souder sur le commutateur, un peu arrondi évidemment, là on ne veut pas faire un fil très très serré et direct, question d'accepter des petits mouvements, et puis ne chauffez pas trop sur ces commutateurs-là, le BNC, il n'y a aucun problème, là, mais en tout cas le bleu, là, moi ça collait pas bien, tandis que le commutateur rouge collait beaucoup mieux. Ça a fonctionné sans aucun problème. Alors, il y avait aussi question d'ajouter les fils ici pour soutenir la pile en place pour pas qu'elle ne se déplace horizontalement. Ça a pris quelques minutes, ça n'a pas été difficile. Alors, c'est vraiment juste, là, attention, prenez du petit fil. Moi, j'ai utilisé du calibre 30, AWG30, qui est un fil pour enroulement. C'est très petit. Et puis, ça c'est bien fait quand même, mais il faut y aller tranquillement avec des pinces à sourcils. Là. On y va très, très tranquillement. Pour le reste, on n'a rien à toucher ici. Hein? On n'a rien à faire là. Donc, je suis prêt à faire les premiers essais. On va mettre ça sur l'oscilloscope et on fait nos premières mesures. Alors, le premier essai, je vais le faire avec une pile AA et
simplement un multimètre pour comparer. Donc, je vais d'abord mesurer la pile, savoir avec le multimètre quelle est la tension. Alors, on a 1,607. D'accord? Alors là, je vais prendre les sondes du multimètre et je vais les entrer ici, à l'entrée de la sonde différentielle. OK? Et je vais prendre la sortie de la sonde différentielle coaxiale et je vais l'entrer ici dans le multimètre avec cet adaptateur BNC à banane. OK? Alors, on devrait, sur l'échelle de x1, on devrait lire la même tension, ou très près, là, disons, là, 1,607, mais cette fois-ci en mesurant avec la sonde différentielle plutôt que directement dans le multimètre. OK? Question de vérifier l'exactitude. Alors, on a 1,604. C'est-tu assez proche? 3 millivolts à côté. Aucun problème, j'accepte ça, c'est très bien. OK, alors on a fait un petit test vraiment de base ici pour vérifier que la sonde fonctionne. Alors là, elle fonctionne, elle nous a donné exactement la bonne tension, donc convertie dans le multimètre. Alors maintenant, on a travaillé en CC, en courant continu. Bon, on comprend qu'avec le multimètre, ça ne donne pas grand-chose. Maintenant, on va aller vers l'oscilloscope. Alors, je prends la sortie de la sonde et je l'envoie à l'oscilloscope. Alors, pour l'essai suivant, on va y aller avec l'artillerie lourde, le secteur directement. OK? Alors, ce que je vais faire, je mets la sonde évidemment en x100. Pourquoi? Parce que, évidemment, il y a une pile 9 volts à l'intérieur et vous pouvez vous douter que la sortie de la sonde n'ira jamais plus haut que plus 9 ou plus bas que moins 9 volts. Alors, si on est pour sonder du 120 volts, ben, il faut absolument mettre le multiplicateur par 100, sinon la sortie va saturer. OK? Alors, ça c'est assez clair. Alors, n'ayons pas peur. Je vais... la sonde est toujours allumée ici, évidemment. Je ne mets pas de filtre filtre RC. Donc ça, c'est un filtre passe-bas. On y verra un petit peu plus tard. Alors, j'ai connecté ma sonde sur l'oscilloscope et je connecte le secteur directement ici sur la sonde. Et voyons le résultat sur l'oscilloscope. Donc, sans surprise, on mesure sur l'oscilloscope 1,205 volts, ce qui est donc 120,5 volts, puisque la sonde est en mode x100. Aussi, on mesure une fréquence de 60 Hz. Évidemment, ça fluctue. L'oscilloscope a des limites dans sa mesure que le multimètre n'a pas. La résolution des mesures sur cet oscilloscope-ci, compte tenu que c'est un oscilloscope à résolution de 8 bits sur la verticale, bien, ça peut varier, là, faire des sauts ici, mais on est bien à 120,5, 6, 3, 4. Donc, on fait une bonne mesure ici, sans problème. Alors, c'est le gros avantage de cette sonde. Je suis directement sur le secteur, branché sur un oscilloscope, et je peux faire des mesures sécuritaires. Alors maintenant, je vais vérifier la bande passante de la sonde. Alors, j'ai un générateur de signal qui est envoyé dans la sonde présentement, avec une amplitude de 100 mV RMS. Et c'est bien ce que l'oscilloscope mesure ici, 100 mV RMS en bas à gauche. Et la fréquence est de 1 kHz. D'accord? C'est bien indiqué sur l'oscilloscope, plus en bas à droite. Alors maintenant, je vais augmenter la fréquence du générateur de signal jusqu'au 130 kHz qui est spécifié et voir si on tombe à 70,7% de l'amplitude, ce qui correspond à 3 décibels plus bas que le maximum. Alors voilà, j'ai sauvegardé en mémoire l'ancienne courbe à 1 kHz et je vous montre ici la courbe à 130 kHz, c'est bien 130 qui est indiqué ici, vous voyez, et l'amplitude est de 70-71 mV, on avait 100 mV, donc c'est bel et bien 70,7% de l'amplitude initiale à basse fréquence. Donc la fréquence de coupure est bel et bien de 130 kHz pour 3 décibels d'atténuation. Donc la sonde a bel et bien 130 kHz de bande passante. Alors maintenant, on va essayer les deux filtres sur la sonde. On a un filtre de 3 kHz que j'essaie à l'instant. Alors maintenant, je vous montre un signal de 100 Hz, dont l'amplitude est de 100 mV. Encore une fois, on va prendre la même approche. Et je vais mettre donc une fréquence de 3 kHz sur le générateur de signal et on va voir si on obtient le 70,7% du signal initial. Eh bien oui, avec 71 mV, on a bel et bien 70,7-71%
de la fréquence initiale. Donc la fréquence de coupure du filtre 3 kHz est bel et bien tout près de 3 kHz. Et avec le filtre de 30 kHz d'enclenché, bien, on voit effectivement 70-71% du signal de 100 mV, donc 70 mV. Et donc on est là effectivement avec une fréquence de coupure de 30 kHz. Même chose. Alors ici, je teste la réjection en mode commun. Donc j'applique les deux sondes, les deux entrées, donc l'entrée plus et moins, sur le même pôle du secteur du 120 volts ici, et donc sur la phase directement, et on devrait voir que très peu de signal, ce qui est le cas, imaginez, sur un 120 volts, on ne mesure que 1,1 millivolts. Donc, il y a une très bonne réjection en mode commun. Et sur l'oscilloscope, le même test branché sur la phase du secteur nous donne effectivement 2 millivolts, ce qui est très faible comme signal compte tenu qu'on est sur le 120 volts RMS présentement. Donc la sonde rejette le mode commun, elle rejette le signal identique appliqué sur ces deux entrées, autrement dit. Alors, ce qui est excellent puisqu'on veut une sonde différentielle, donc qui fait la soustraction entre les deux. Si le même signal est appliqué sur les deux, on devrait avoir théoriquement 0, ou en tout cas en pratique tout près de 0, et c'est exactement ce qu'on a. Voilà, je vous présente rapidement maintenant le tableau comparatif des avantages, des inconvénients de ce banc d'essai de sonde différentielle aujourd'hui. Alors d'abord, du côté des plus, je pourrais vraiment dire que cette sonde est très fonctionnelle et très simple à opérer aussi, et elle offre d'excellentes caractéristiques, autant au niveau de la précision que de la réponse en fréquence. D'accord? Elle permet des opérations sécuritaires sur le secteur, c'est son gros avantage bien sûr. On peut mesurer tension et courant, et son prix est franchement imbattable pour une sonde différentielle de ce type là, et de ces caractéristiques. Et finalement, bien, le service est personnalisé puisque c'est Jacques qui a conçu et qui va distribuer cette sonde. Par contre, il faut retenir quelques points. D'abord, c'est un semi-kit, donc la sonde elle doit être complétée lors de la réception. Il y en a peut-être pour 30 à 45 minutes, dépendamment comment rapide vous êtes. D'accord? Et il faut aussi faire attention à l'excès de chaleur sur les interrupteurs, les commutateurs là, de filtre et d'alimentation, car ils semblent être sensibles à la chaleur. On prend du petit fil et on y va avec un petit fer et ça devrait aller. Et finalement, bien, ce n'est pas parce que c'est plus sécuritaire avec une sonde différentielle qu'il faille y aller gaiement du côté du secteur. Vous devez être prudent et vous devez savoir ce que vous faites avec tout instrument de mesure lorsqu'on parle de tension du secteur, tout simplement. Alors, ma recommandation, bien oui, je vous recommande sans hésitation cette sonde différentielle. Elle vous permettra d'observer à l'oscilloscope à peu près tout ce que vous pouvez espérer de façon assez sécuritaire quand même. Large bande, tension maximale élevée, simple d'opération. Vous aurez cependant à investir une trentaine de minutes de travail pour la compléter puisque c'est un semi-kit. Mais compte tenu du bas coût, à moins de 100 $, c'est bien peu d'inconvénients. Alors, si vous souhaitez vous procurer cette sonde ou pour plus de détails sur la sonde, incluant le feuillet technique, bien visitez le site web de Jacques à ve2azx.net. Vous trouverez un lien vers son site web, ve2azx.net, ainsi que son adresse courriel dans la description de cette vidéo. Bien voilà, pour un autre banc d'essai. J'espère que vous avez apprécié. Comme toujours, vous pouvez manifester votre appréciation de cette vidéo par un pouce vers le haut. Merci de votre support et à la prochaine!